Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est la Horde Sauvage pour un nouvel épisode des questions de l'été. Alors je sais pas si on appellera ça comme ça, hein, parce que ça fait quand même très hit de l'été. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle thématique, une nouvelle problématique autour des licences au cinéma, choisies par moi-même, Michael Klein. Et donc on a Michael Caine sur le plateau. Je suis ému. Non, parce que ça faisait Michael ouais, Caine. J'avoue. Donc c'est moi, Michael, et je suis toujours en présence de mes acolytes. Préféré. Allez, un adjectif sympa. Allez. Préféré, adoré, vénéré. Attends, obligatoire. Obligatoire, voilà. C'est très d'accord, super. Donc, en face de moi, nous avons. Faut que tu dises ton prénom. Faut que je dise mon nom. Bah, c'est David. Ouais, okay. Motivé. Obligatoire. Juste à côté. Non, c'est David. Bonjour à tous. Oui, Quentin, je suis là, à côté. Elle va être bien, celle-là. J'avais pas entendu que tu avais... Oui. Et le dernier, mais non le moindre. Bertrand, bonsoir à tous. Quel Voilà. présentateur, quel showman. Exactement. Je vois que t'allais dire, j'ai pas entendu quand tu m'as regardé. Non, Mickaël qui présente ça tel un champion. Allez, lance-toi mon champion. C'est parti. Eh ben, on va se lancer avec un petit listing, les copains. Donc je vais lister quelques films pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ces dernières années du cinéma. Expliquer un petit peu ce que c'est qu'une licence. Oui, déjà que, peut-être, voilà, parce que c'est pas parce facile. que là, tu nous balances dans le grand bain sans nous donner de bouée, c'est un petit peu Laissons-le faire cruel. comme il avait saisi. Ce qui est vachement marrant, c'est que j'avais tout prévu, mais tu viens de baiser mon plan. Mais non, respecte ton plan. C'est juste que... Alors, moi, c'était une indication comme ça. Après, tu fais ce que tu veux. On parle du cinéma de licence. Allez, vas-y, Mika. Donc on va commencer par un listing pour vous faire un petit peu l'image du cinéma actuel. Madame Web, Dune partie 2, Kung Fu Panda 4, SOS Fantôme, La Menace des Glaces, Furiosa, Bad Boy 4, Vice Versa 2, Sans un bruit, Jour 1, Moi Moche et Méchant 4, et j'en passe. Tout ça, c'est sorti dans l'année 2024. Et je n'ai même pas cité la moitié de ma liste. Donc, entre crossover, préquel, séquel, midquel, interquel, spin-off, remake ou reboot, le cinéma actuel, on a l'impression que c'est un peu que ça. Mais avant de passer pour des vieux, et toi et moi, Quentin, des jeunes cons, des vieux et jeunes cons, je vais d'abord vous poser la question, les copains. À votre avis, quand est-ce qu'est arrivée la première suite au cinéma ? Oh ça remonte au cinéma muet. Ah même plus que ça. Alors là, il n'y a pas de problème. Ça a toujours existé en fait. Hein. On a parlé dans Hugo Cabret de Méliès. De Méliès, voilà. Il a fait 500 films. Je suis sûr qu'il y a des films où il a fait des suites à ses propres Méliès, films. mais même des feuillades, Louis Feuillade avec ses feuilletons. Alors je sais plus, il y a les vampires, j'ai plus les trucs. T'as dit le bon mot déjà. Le côté feuilletonnant, ça induisait. Ça induisait l'idée de suite. Non, mais pour moi c'est cinéma muet. Alors je sais pas ce que t'as noté, Mika, toi que tu veux mentionner. Mais voilà, c'est pas d'hier en tout cas. Et historiquement, en fait, c'est en 1916, Fall of Nation de Thomas Dixon Jr. Fut le premier film considéré comme une suite d'un autre. Sauf que Fall of Nation. Ouais, Fall of Nation, qui est la suite qui est en l'occurrence... Parce qu'il y a le film de 1915 qui dure plus de 3 heures, qui est l'un des premiers, considéré comme le premier film long métrage, il me semble, et c'est La naissance d'une nation. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, c'est la suite de ce film-là. D'accord, ok. Mais il faut savoir que cette suite est perdue. Elle n'existe plus. En tout cas, on n'a plus les bandes, mais historiquement, c'est elle. Faudra attendre 60 ans pour avoir, par exemple, avec un film où il y a 2 ou partie 2 dans le titre, et c'est Le Parrain. Le Parrain. Alors, d'un point de vue numérique, c'est-à-dire le film numéroté 2, d'accord, parce que des suites, il y en a quand même eu un paquet avant. Hein. J'ai l'impression qu'avant, il se faisait un peu chier pour donner un autre nom à une suite, quoi. Voilà. Genre, mais même en dehors du cinéma, je veux dire, par exemple, toi qui adores Sherlock Holmes, c'était pas Sherlock Holmes 1, 2, 3, les titres des bouquins. Chaque histoire avait un nom, même si c'était au final des suites et que c'était dans le même univers, quoi. C'était la même licence. Mais voilà. Mais oui, d'accord. Et donc le Parrain, c'est le premier à vraiment numéroter exactement. Tel quel, d'accord. C'est le premier à numéroter et le premier remake, par exemple.
il arrive 4 ans après son premier, enfin après le film original. Le film original. Donc c'était Le mari de l'Indienne en 1914, qui est d'ailleurs le premier film hollywoodien, entre guillemets, tourné à Hollywood en tout cas. Et il faut savoir que ce remake a été remaké par le réalisateur du premier film, qui l'a remaké 4 ans encore plus tard. Oui, il a fait un auto-remake, le mec. Oui, et il s'est fait un double auto-remake. Parce qu'il y en a un qui arrive en 1918 et l'autre il arrive en 1931. Okay. Ah oui, il aimait vraiment beaucoup l'histoire. Oui, il aimait beaucoup. C'est pas des cas uniques, on pourrait citer Hitchcock qui s'est auto-remaké avec L'homme qui en savait trop. Ouais. Mais il a fait une version muette, une version parlante. Ah non, les deux sont parlantes. D'accord. Il y a Cécile B2000 lui qui avait fait ça. Avec les 10 commandements. B2000. Et puis, alors le spécialiste du cinéma de répétition, sans que ce soit péjoratif, sachant que je vénère le réalisateur, c'est Howard Hawks, dont on parlera certainement en prochaine saison. Teasing. Mais Howard Hawks qui s'est auto-remaké à plusieurs reprises, puisque Rio Bravo a connu 2 variations ensuite, et puis Si bémol et Fa dièse qui est juste une ressucée totale du scénario de Boule de Feu, et à moins de 10 ans d'intervalle. Voilà, donc des auto-remakes, c'est rigolo. Mais tu vois, je ne savais pas qu'historiquement, il y en avait eu encore avant. Mais historiquement, et puis le premier, je vous ai entendu le citer tout à l'heure, Cécile B2000. Oui, Cécile B2000, c'est lui qui l'a remaké, qui a remaké son film 2 fois. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant que on a bien dit que les remakes existaient bien avant. Oui, on n'a pas inventé le concept récemment. Voilà, mais force est de constater que dans le panorama actuel au cinéma, les licences pullulent. Alors, c'est la faute à qui ? Le public, manquant cruellement de curiosité, toujours frileux de mettre de l'argent dans un film qu'ils ne connaissent pas, qui se font souvent... qui suivent souvent le mouvement, qui suivent les critiques de critiques cinéma ou de moins critiques cinéma. Voilà, est-ce que c'est la faute des cinémas avec leur prix trop cher, qui justement force le public à faire des choix, et donc le public en général... Qu'ils connaissent, oui. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule, quoi ? Oui, voilà. Est-ce que c'est la faute des studios qui font pulluler les licences parce que ça marche ? Est-ce que c'est la faute des plateformes cinéma qui... Enfin, en tout cas, vous avez vu, il y a plein de possibilités. C'est la faute du public, c'est la faute des cinémas, c'est la faute des plateformes, c'est la faute des studios, c'est la faute des producteurs. C'est... À qui la faute, les copains ? Puis-je commencer ? Oui, allez-y. Il y a un point intéressant que dans ce que tu as dit que je voudrais relever, c'est que tu dis à qui la faute, etc., en disant donc que c'est un problème. C'est ce que tu sous-entends du coup. Parce que du coup, tu l'as jamais dit dans le truc, mais tu dis genre ça pullule, et à qui la faute ? Mais du coup, tu sous-entends que c'est donc un problème. Le fait que ça pullule, c'est un problème. D'accord. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le fait qu'il y ait toujours des suites, des préquels, la présence des licences, la présence des licences, elle a toujours été là. Il y a toujours eu des suites, tout ça. Mais là, quand même, récemment, là, j'ai fait une petite liste tout à l'heure, mais j'en ai même pas cité la moitié. C'était sur à peine un an. Enfin, t'as dit 2024, ce que t'as cité. Là, ce que j'ai cité, c'est même pas une année, parce que j'avais mis etc. à la fin de ma liste. Mais après, il y en a eu de très bons. Nosferatu, qui est un remake, était très bien. Furiosa, qui est un préquel, était génial. Il y a plein de choses qui sont bien. Il n'y a pas que des mauvais films qui en sortent de cette omniprésence des licences. Mais ça pose problème parce que du coup, c'est omniprésent. En fait, c'est tout le problème de quelque chose qui est omniprésent. Alors, ça peut poser des problèmes, c'est là où je rejoins un peu Mika, parce qu'effectivement, il y a des très bons films dans le lot, mais par exemple, quelle place ça laisse aux autres films ? C'est-à-dire que si les studios sont en partie responsables, je pense que tout le monde est un peu fautif. Il n'y a pas un coupable à désigner dans ce truc-là, si tant est qu'il y ait un coupable à désigner pour ce côté
licences qui pullulent. C'est un peu... C'est une espèce de tout. Mais les studios, je pense qu'ils sont d'autant plus frileux à aller vers des choses peut-être nouvelles, là où il y a une espèce de peut-être facilité à dire tiens, on va faire un énième film de cette licence-là qui tourne plutôt bien. Il y a de l'argent en jeu. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est valable dans tous les domaines, bien sûr. En cinéma, on sait qu'un film, ça coûte très cher, en général. Oui. Donc c'est sûr qu'il est peut-être plus facile d'aller foutre 40 ou 50 millions dans une licence qui a quadruplé ses bénéfices sur l'épisode précédent, plutôt que de tenter l'adaptation d'un roman qu'on n'a jamais tenté parce qu'on considère que c'est risqué, ou on n'a pas de tête d'affiche à mettre dans tel projet, est-ce que ça vaut le coup de tenter le projet, est-ce qu'il va pas se casser la gueule? Est-ce que c'est pas plus facile d'aller vers la licence, où on assure un peu ses arrières, machin? Donc voilà, la responsabilité des studios peut-être est un peu là. Voilà. La responsabilité du public, je pense qu'elle est plus compliquée, parce que... je pense qu'on peut très bien aller voir des films appartenant à des licences, etc. Et à côté de ça, tenter le coup de films, on a des affinités avec tel ou tel genre, on est amateur de comédie romantique, de polar, de trucs. Tiens, on va quand même aller voir ce film-là. Là. Ah bah oui, puis tiens, il y a le énième Marvel qui arrive, ou le énième Ghostbusters, ce que tu veux. Bon, je pense que sur le public, c'est un peu difficile de catégoriser définitivement, de dire, voilà, le public, c'est de sa faute, le public, il fonctionne comme ci, comme ça. Bon, c'est... Après, il y a une espèce de confort à aller vers la licence... Mais c'est que, en fait, là, on va dire quelque chose de... Enfin, bref. Le panier moyen du français lambda, il baisse de plus en plus. Enfin, oui, et puis les places de cinéma sont assez chères. Ça, le pouvoir d'achat baisse, les places de cinéma ne font qu'augmenter. Alors, on peut aussi mettre la faute sur l'État qui surtaxe les cinoches. Oui, c'est vrai qu'on peut gratter. Enfin, voilà, mais on peut gratter. Oui, mais il y a aussi cette espèce de croyance que le fait de payer cher induit une obligation de résultat et donc pousse à la facilité. Ça, c'est pas un truc qui va de soi chez tout le monde. Oui, d'accord. Qui devrait pas, en tout cas. J'ai absolument pas compris ce que je viens de me dire. Je crois que ce qu'il voulait dire, c'est que comme ça coûte cher, tu veux avoir un résultat maximiser positif. tes chances de passer un bon moment. Voilà. Et donc tu vas voir un film que tu connais. Rassurant. Mais parce que la plupart des gens sont pas comme nous. Nous, on est une minorité. On y va en général tout seul. On paye notre place tout seul. Mais la plupart des gens qui ont une famille ou qui y vont à deux, tout de suite, il y a le papa, la maman, les deux enfants, et tout de suite, ça revient à 40 €. Alors quand tu mets 40 €, tu t'attends à passer quand même un bon moment. Et du coup, tu vas peut-être vers la facilité. Voilà, et du coup, tu vas peut-être vers la facilité, mais parce que, en fait, le cinéma, tu y vas qu'une fois tous les trimestres. C'est une sortie plutôt rare quand t'es en en moyenne en France, les gens vont 1 à 2 fois par an. Moyenne française globale. Hein. Ce qui est pas dingue quand même, quand on y réfléchit bien. Alors qu'on est un pays où ça va, les gens vont bien en salle. Hein. Ça dépend des années, mais on est dans des pays où il y a une bonne fréquentation en salle. C'est juste que les gens vont pas tellement... Enfin, c'est pas si récurrent que ça, quoi. Nous, on est des gens bizarres, on va au cinéma plein de fois, on regarde plein de films et tout, mais pour la... Oui, d'ailleurs, les seules fois où vous ne pouvez pas aller au cinéma, c'est parce que vous regardez déjà un film, en fait. Ouais, puis aujourd'hui, il y a les plateformes. Oui, il y a ça, ça c'est sûr. Qui force aussi la sédentarité, parce que une plateforme, alors Netflix, moi j'ai plus les trucs parce que j'ai plus Netflix, mais je crois que c'est une quinzaine d'euros pour 4 écrans, un truc comme ça. Pas les prix, en fait, tu payes 15 € le prix d'un Blu-ray et tu peux regarder autant de films que tu veux. Donc, tu fais la balance, le fonctionnement des gens vis-à-vis de tes plateformes, tu peux regarder autant de films que tu as déjà vus, que tu connais, que tu veux. Parce que c'est ça que font les gens sur les plateformes. Les gens qui vont à la nouveauté, systématiquement, ils sont pas nombreux. Alors ça, je sais pas. Là encore, je suis pas sûr que ce soit si facile de catégoriser comme ça. Je sais pas. Parce qu'après, attention, il y a les occurrences aussi. Moi, pour avoir déjà vu, alors je n'ai pas Netflix, voilà. Mais pour avoir déjà vu plusieurs fois le fonctionnement des pages d'accueil Netflix et tout. Le temps que tu passes à choisir. Non, puis c'est surtout que c'est tout le temps les mêmes trucs qui reviennent. Oui. Et il est quand même bien connu qu'il y a plein de titres qui n'apparaissent pas dans les propositions. Alors oui, par exemple, moi j'aimerais bien faire l'exemple. François Truffaut. J'ai découvert son premier film, donc qui est Les 400 coups, et son dernier film qui est Vivement Dimanche. Oui. J'ai dû taper François Truffaut sur la barre de recherche. Sur la page d'accueil... de quoi, de Netflix ? De Netflix. Ça met uniquement, en général, les productions Netflix, donc ce qui rapporte à Netflix.
Ce qui est logique, quand même. Ce qui est totalement logique, mais quand tu y réfléchis un petit peu, c'est pas ce que tu attends d'une plateforme. Ce que tu attends, par exemple, d'une plateforme, c'est que tu regardes une bonne dizaine de films et ensuite l'algorithme, comme sur Instagram ou TikTok, quand tu te perds sur les Reels ou les petites vidéos, c'est-à-dire que il arrive à capter ce que tu regardes et ce que tu aimes, et du coup, il te propose des choses intéressantes pour ton profil. Chose qui n'est pas faite. Et même, par exemple, pour la publicité pour les studios, tout ce que tu vois en pub et que qu'on t'arrose la tête au niveau des films, c'est que de la grosse artillerie. C'est que on va pas... Il y a des films qui sortent sous le radar. Voilà, donc... mais... En fait, cette problématique, elle est que... du coup, les gens vont tous voir la même chose et en fait, ils sont dirigés. Ils sont dirigés aussi. Voilà, Alors après, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé. Je crois que dans les responsabilités, tu avais parlé des salles. Je sais plus si tu les as citées dans la liste des salles de ciné. Les exploitants, tu veux dire ? Voilà, les exploitants. Parce que ça, faut pas le négliger non plus. Vu la quantité de films qui sortent, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein, malgré tout. Il n'y a pas que des films du coup de licence. Il y en a d'autres, mais ils font des choix. On a payé pour savoir en début d'année, entre autres. Moi, le hasard a fait que 2 des films que j'attendais le plus en début d'année, ça a été une véritable plaie pour aller les voir en salle. Oui. Il y a aussi ça. Les orientations, les choix des salles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est sûr que ça va être plus facile d'aller prendre, et là on rejoint le côté facilité, ça va être plus facile de prendre, Vice Versa 2 par exemple. Oui. Que je n'ai pas encore vu, j'ai vu le premier que j'ai beaucoup aimé, le débat est pas là. Hein. Mais ça va être plus facile d'aller réserver une salle, on est un complexe de 8 salles, par exemple. Ça va être plus facile de dire, bon, allez, sur les 8, là, boum, il y a Vice Versa qui arrive. Bon, ça, de toute façon, je le prends d'office. Ça va marcher, alors, bing. Là, tu peux pas parler de facilité. Enfin, ou en tout cas, facilité à faire de l'argent. Mais oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, de base, il faut qu'il fasse de l'argent. Mais oui, du coup. Vice Versa 2, c'est une famille qui vient, donc c'est potentiellement 4 billets. Nosferatu, c'est des personnes qui viennent tout seuls, voire à 2. Mais Mika, on est bien d'accord. Chacun de leur côté. On est bien d'accord. Mais du coup, ça oriente quand même. C'est comme ça que tu as des films qui se retrouvent à être accessibles à peu près dans tous les complexes et tout, qui vont être diffusés peut-être même dans des villes à 10 km d'écart l'une de l'autre. Et à côté de ça, tu as d'autres films qui sortent au même moment. Alors, peut-être un poil plus confidentiel pour X ou Y raison. Peu importe. Ces films-là, faut faire 150 bornes. Et encore, faut faire 150 bornes pour les voir. Donc, il y a cette mine de rien. Alors, je suis d'accord que les cinémas ne sont pas là pour passer que des trucs qui ne feront pas d'entrée. Parce que s'ils font pas d'entrée, ils gagnent pas d'argent, ils ferment. Plus de cinéma, on va plus en salle. On est d'accord, le cercle vicieux, il est là. Il n'empêche que, forcément, que ça... Alors, à la fois, ça formate les gens à aller voir ci ou ça plus facilement, parce qu'on va prendre Vice Versa 2, on ne prendra pas forcément... Bon, tu as pris l'exemple de Nosferatu, qui était effectivement un film qu'on a un peu peiné à aller voir en salle, en début d'année. Donc c'est un bon exemple, un exemple récent, mais du coup ça oriente le truc, ça fausse entre guillemets un petit peu la donne. Alors la faute à la quantité de films qui sortent, probablement un peu, parce que faut quand même pas oublier ce truc, il y a énormément de films qui sortent. Oui, puis les salles sont pas extensibles de toute façon. Bien sûr, je suis pas sûr qu'il y ait 10 fois plus de salles de cinéma aujourd'hui qu'il y a 25 ans, je suis pas certain. Par contre, des films, ça y va. Hein, donc voilà, donc en fait, il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et alors après, au milieu de tout ça, on a effectivement la problématique que tu as lancée, Mika, avec la question du jour, autour des licences. Et alors c'est sûr que si on parle de licence, ça veut donc dire qu'à priori il y a un potentiel à faire du pognon si on fait un énième film de telle ou telle licence. Alors que ce soit un spin-off. Alors est-ce qu'on explique, mais alors en quelques petits mots, spin-off, séquel, préquel, les gens le savent, non ? Les gens le savent. Bon. Peut-être, oui. Enfin, vous avez des suites. Les préquels, c'est des histoires qui vont se passer avant. Exemple, par exemple, les Star Wars. On parle de prélogie, les 3 qui sont sortis en 99, 2002 et 2005, parce que ils se passent avant la trilogie originelle des années 70-80. Donc ça, c'est préquel. Les séquels. Alors, séquels, ça va être les histoires qui vont se passer à côté, mais qui sont liées au même personnage. Oui. Il me semble, et après tu vas avoir des spin-offs qui peuvent se passer dans le même univers mais qui sont des films dérivés, quoi. Spin-off où on reprend a priori un personnage, un ou des personnages vus dans un univers, ils vont avoir leur histoire à eux.
Ouais, par exemple, alors du coup, si je dis pas de bêtises, par exemple, je parlais de Star Wars, Rogue One, c'est un spin-off. Oui. C'est un spin-off. Alors, il y a peut-être aussi le truc de expliquer qu'est-ce qu'un remake et qu'est-ce qu'un reboot. Alors, David, le remake. Remake, c'est-à-dire qu'on en a d'ailleurs parlé, je ne sais plus si c'était dans l'autre... Peu importe. Un remake, on retranscrit l'histoire d'un film déjà fait. Nosferatu de Robert Eggers, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être considéré comme un remake du film de Murnau 1922, celui de Herzog en 78, 19, je ne sais jamais l'année. 79, merci Quentin. Et voilà. Et ensuite, le reboot, Quentin ? Le reboot, c'est quand tu refais, mais que tu relances différemment l'histoire. Les 4 Fantastiques. Ouais, voilà. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, c'est un reboot. Donc, on appuie un peu sur le bouton reset d'un appareil. Schématiquement, c'est un peu ça. Le remake se veut plus proche du produit original. C'est refaire le même chose une seconde fois, un peu modifié, un peu différent et tout. Mais reboot, c'est vraiment refaire la même histoire, ou en tout cas effacer ce qui s'était passé avant. C'est refaire la même chose, mais pas pareil. En ne prenant pas compte de ce qui avait été fait avant. Oui, en faisant différent, mais The Amazing Spider-Man, le premier, il raconte la mort de spoiler de l'oncle Ben. Voilà. L'oncle Ben meurt dans Spider-Man 1. Il s'est étouffé avec du riz, oncle Ben. Et il remeurt dans... Sale journée. Alors oui, je vois qu'il y a l'indignation pour la blague de Mickaël. Moi, je l'ai bien aimé, mais je ne vais pas la commenter quand même. Je vais sur un entre-deux. Voilà. Mais donc voilà, non mais bon, bien résumé pour les définitions. Voilà, donc c'est quelque chose qui était pas forcément présent trop avant, quoi. Mais effectivement, aujourd'hui, ça devient, c'est très présent, quoi. On en a partout, des reboots, des remakes, des machins, quoi. Voilà. Oui, et alors du coup, alors je sais pas quels autres axes t'avais de discussion autour de ça, Mika, mais c'est vrai que il y a forcément des trucs sympas dans le lot, et aussi bien nous tous autour de la table que ceux qui nous écoutent probablement, enfin tout le monde va voir des films correspondant à cette catégorie d'œuvres qui consiste à se référer à des œuvres antérieures. Ouais, des œuvres de licence, quoi. Voilà, moi, qu'est-ce que j'ai pu être ravi de retrouver Indiana Jones il y a 2 ans. Bon, voilà, c'était Mission Impossible. Mission Impossible en fait partie. Voilà. Et des fois, en fait, on a un numéro 2 qui cartonne plus que le numéro 1. Oui, bien sûr. Notamment, moi, je pense à La Reine des Neiges. Qui était un des dessins animés qui avait dépassé le milliard au box-office. Et le 2 a fait mieux, ouais. Et le 2 fait mieux. Et vice-versa aussi. Vice-versa 2, il a fait 1,5 milliard, alors que le premier avait fait même pas le milliard. Voilà, donc il y a du pognon à se faire, ça c'est sûr. Oui, la preuve. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui retombent. Pognon toujours au même. Oui, voilà. Mais il y a des trucs qui retombent comme des soufflets. Je sais pas, moi, après, j'ai pas trop regardé les box-office, mais par exemple, Madame Web. Qu'est-ce qu'on avait besoin de faire un spin-off les spin-offs de Spider-Man fait par Sony, on sait que c'est pas super fun, quoi. Mais voilà, on a eu aussi avec le gros carton par exemple de Joker, on a eu la suite Joker Folia 2 que je n'ai point vu, mais qui s'est fait plutôt rétamer la gueule d'un point de vue critique et d'un point de vue box-office aussi. Ça veut dire probablement qu'il n'y aura pas de 3. Là, on est sur une plantade à un niveau qu'on avait rarement vu, et quand tu auras fini la partie... Ah non, mais vas-y, enchaîne. Comme tu veux, mon analyse que je voulais faire là-dessus, ça va aller partir entre autres sur ça, mais effectivement Joker 2, c'est un exemple que je trouve assez marquant. Le premier avait été une surprise monumentale, avait déplacé le milliard en termes de chiffres, box-office mondial, ce qui était assez fou quand même pour la proposition que c'est. On n'aime pas le film, mais ça reste une proposition qui est assez déroutante pour le spectateur qui va voir quelqu'un qui va simplement voir des films de super-héros, qui aime bien le Joker parce que Dark Knight c'était super, et qui et va voir Joker et qui est surpris d'aimer autant un film qui est un peu différent et tout. Moi personnellement j'ai trouvé ça très 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 bien. Et donc surprise énorme, et donc automatiquement évidemment un 2, même réalisateur, même acteur principal. On rajoute Lady Gaga dans le lot, qui après son succès Star is Born prouve que c'est une très bonne actrice. Vraiment tout est là. Bon, il y a juste un petit détail, on nous dit c'est peut-être une comédie musicale, et du coup les gens sont là genre Bref, le film sort, il a fait moins de 200 millions au box-office, il s'est même pas remboursé.
un niveau de plantade comme ça, d'écart entre le 1 et le 2, c'est rarement vu, quoi. Et donc, moi, l'un des axes que je voulais aborder, c'est que, alors, d'où vient le problème des licences? Est-ce que c'est un problème, etc. Ça, c'est difficile à dire, et pour moi c'est à la fois un problème et pas vraiment. Mais moi la question que je veux plus me poser, c'est est-ce que c'est en train d'évoluer ou pas, parce que j'ai l'impression que un peu. Alors tu as cité au début de ton thème tout plein de films de 2024 qui sont des films de licence. Tout n'a pas marché. Il y a aussi pas mal de films que tu as listés, il me semble, qui étaient liés à des sagas d'horreur, et ça c'est bien connu depuis longtemps que l'horreur est connue pour faire des films à saga, et ça fait un peu 45 ans ça. Voilà, ça c'est pas nouveau. Ça fait partie du genre. Mais je suis pas en train de dire que ce que tu dis c'est faux, hein. C'est juste que moi je me demande si on n'est pas en train de voir une certaine évolution. En fait, je voulais faire un parallèle que j'aime bien faire quand je pense au cinéma de licence, et on va dire plus spécifiquement le cinéma de super-héros ou le cinéma de gros action blockbuster, comme on peut voir le Fast and Furious, des trucs comme ça depuis une dizaine d'années. J'aime bien faire le parallèle avec même si je suis pas un énorme connaisseur, mais avec le cinéma western des années 50, le cinéma classique américain, le western classique américain, qui dans les années fin 40 et surtout pendant les années 50 était dominé le monde du cinéma. C'est-à-dire que Hollywood, il faisait que ça. Alors vous allez peut-être me contredire autour de la table, hein. Alors te contredire non, mais il y avait une omniprésence. Il y avait l'autre chose. Le western était là, ils en sortaient je ne sais combien par an, mais ils sortaient heureusement d'autres trucs. Oui, bah comme aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Voilà, mais exactement. Voilà. Mais le ratio, alors effectivement, le ratio peut être intéressant. Oui, la comparaison est intéressante. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, les gens se sont lassés. Alors, est-ce que le cinéma de licence aura le même destin, on va dire, et qu'on verra des choses et que ça finira par s'estomper de la même manière? Je ne pense pas, mais on voit quand même une certaine évolution. On voit depuis la fin des années 2010, dans le courant là de ces années-là, on voit, tu parlais de Joker, on parle de Logan aussi, des films comme ça, qui sont des films qui s'intègrent dans ce genre de cinéma-là, de licence, qui attire le public, super-héros, ou alors juste gros blockbuster et tout, mais qui essaient de proposer quelque chose d'un peu différent parce qu'en fait, c'est pas pour rien en fait que les gens vont voir ça, c'est parce que les gens, effectivement, il y a un côté rassurant, mais c'est aussi parce que on leur habitue à des bons films. En fait, le cinéma de super-héros, on avait les Spider-Man, on avait les X-Men, on avait Nolan, on avait des bons films, en fait, des très bons films. On a aussi des trucs moins bons, mais comme il y a toujours du bon et du moins bon, automatiquement, quand c'est quelque chose qui est omniprésent, t'as plus de chances d'avoir du mauvais, comme il y a beaucoup de chances d'avoir du bon aussi. Oui, c'est très large, quoi. Dès que t'as beaucoup de propositions, t'as beaucoup de propositions dans le bon, dans le mauvais. Et évidemment, voilà. Et donc, on voit des cinéastes qui essaient de proposer autre chose. Et c'est une évolution que je trouve intéressante. Voilà. Et du coup, en fait, moi j'ai moins un problème avec le cinéma de licence. Je me dis plus que je trouve ça intéressant d'être spectateur de cette mouvance de cinéma, et je suis curieux de voir comment ça va évoluer, parce que je me trompe peut-être, mais je pense qu'on tend vers une évolution du cinéma, et que là à l'heure actuelle on a encore des succès, il y en aura toujours de toute façon, des 2, 3, 4 là qui marchent très bien. Je pense que on n'y est pas encore, hein, mais dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, le cinéma aura évolué, et que ce sera peut-être plus ce genre de titres-là, en tout cas, qui auront autant l'hégémonie sur le cinéma. On en parlera plus dans la question que moi j'aborderai, mais dans plusieurs semaines pour vous qui nous écoutez. Mais oui, parce tu parlais du western, mais il y avait eu une problématique assez similaire avec les films catastrophes de la fin des années 60 jusqu'au tout début des années 80. Ouais. Oui, il y avait eu. Et le truc s'est essoufflé relativement vite. Parce qu'il y avait une omniprésence, notamment grâce au comment il s'appelait, le producteur, c'est pas Kirchner, un truc comme ça. Peut-être. Oui, Irwin Allen ou ce genre de mec-là, enfin je sais plus lequel c'est. Qui était instigateur d'un des premiers, qui a été l'instigateur aussi de La Tour Infernale. Et puis la recette marche, on continue jusqu'à plus soif, et puis après c'est Concorde 1980 et hop tout s'arrête, quoi. Alors là en fait c'est plus précis là quand même comme voilà. Oui, non mais je veux dire c'est que les effets de mode ont toujours existé, les effets de massification d'une méthode ont toujours existé. Oui, là il y a une grosse différence entre toi ton exemple Bertrand des films catastrophes et toi Quentin ton exemple des westerns. C'est que ça laissait la place, tout ça, à quand même un paquet de trucs à côté. Oui. Bon.
Là, ce qu'on peut quand même signaler avec d'ailleurs, le libellé de départ, quand Mika, tu nous avais proposé ton thème, j'avais bien aimé, c'était l'omniprésence des licences. Et je reviens dessus parce que je trouve que c'est... C'était moi qui l'avais trouvé. Ah, c'était bon. C'est bon. Oui, j'arrivais pas à formuler. Quentin m'a dit, t'inquiète. Voilà. Et du coup, la différence notable, et elle est quand même là, c'est que cette histoire de film appartenant à des licences, ça prend énormément de place. Oui, mais c'est le principe des lapins, ça. C'est quoi? C'est le principe des lapins. T'as un couple de lapins, au bout d'un moment, t'as je ne sais combien de milliers de lapins. Non, je suis pas d'accord. L'Australie s'en souvient encore. Là, toi, tu parlais du film catastrophe, qui est quand même un genre bien à part. Oui. Toi, tu parlais, Quentin, du genre presque américain par excellence, qui est le western. Bon, ok. Là, je mettais ça en opposition avec ce que disait Quentin. Ça n'avait pas finalement grand-chose à voir avec l'omniprésence, justement, tel que tu dis. Oui, parce que là, le problème, le cas des licences aujourd'hui, c'est que, alors déjà, c'est toujours confondu, parce que ça peut être une licence western, ça peut être une licence fantastique, ça peut être une licence cinéma d'horreur, ça peut être du polar, ça peut être du monde merveilleux, de la fantaisie, du machin, ça tape dans tous les genres. Et c'est extrêmement imposant en termes de place que ça prend par rapport au reste. Parce qu'il sort d'autres films. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne sort que des films de licence. C'est évidemment pas le propos. Mais ce qui est quand même notable par rapport à vos deux exemples, qui sont tous les deux pertinents dans leur genre et resitués dans leurs époques, voilà, c'est que là, on est sur quelque chose quand même d'ampleur. Voilà, ça prend de la place. Et dans tous les genres. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça prend de la place. Dans tous les genres. On en arrive même à au MCU. Hein, on en arrive même à un moment où des films de licence gênent d'autres films de licence en termes de visibilité. Mais oui, non mais ils en sont rendus là. Mika, on en parle parfois dans les discussions off. Oui. Ils en sont rendus les studios à se dire oui, mais alors si on sort truc Muche 12, ah là là, le mois d'avant, enfin 15 jours avant, il y a Bidule 7. Ah oui, non, faut les écarter. Et c'est pour ça qu'on arrive à des trucs hallucinant où on programme des sorties de films qui sont d'ailleurs généralement décalées parce qu'ils sont incapables de tenir les délais ou voilà, mais on t'annonce des sorties de films 2 ans, 3 ans à l'avance. Mais en fait, on arrive à des trucs délirants. Cette omniprésence, elle vient d'abord du fait que le MCU ait marché. Moi, je pense qu'elle vient clairement de là. Parlé, mais finalement, le MCU a marché. Et puis, tu parlais de calendrier. Il y a l'Arlésienne du MCU, Blade, qui devait sortir il y a 4 ans, je crois, et qui a été repoussé. Je crois que ça fait 3-4 fois qu'il est repoussé. Et là, maintenant, il a plus de date. Mais ouais, ça... Le MCU... le MCU a changé totalement a changé la donne et en partie responsable. Du coup, il a sa part de responsabilité. Il y a les salles, il y a les gens, il y a les studios, il y a le MCU. Il y a Kevin Feige. Du coup, les mecs derrière, sa super casquette, effectivement, Feige, machin. Mais le MCU a sa part de responsabilité dans ce fonctionnement, dans ce rapport que le public, que les salles de cinéma, que les studios ont aujourd'hui par rapport aux licences. Voilà, ouais, mais tu vois, il n'aurait pas été suivi. C'est juste parce qu'il a marché qu'ils sont, ils sont émergés dans la brèche, quoi. Hein. C'est, faut pas oublier émerger dans la brèche. Ouais, c'est bizarre. Non, ils se sont glissés dans la brèche. Voilà, merci. Glissés dans la brèche. Mais en fait, c'est que nous, on est des passionnés. On adore l'image, on adore les histoires qui nous sont racontées. Mais faut pas oublier que c'est des histoires de gros sous et c'est que ça. C'était le pognon. Et c'est aussi pour ça, tout simplement. Mais voilà, donc. Est-ce que c'est pas la faute des riches? C'est souvent la faute des riches. Ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, c'est vrai que cette explosion de l'importance des films de licence, est-ce qu'on peut la faire débuter avec la décennie des années 2010, sur laquelle on reviendra effectivement dans une prochaine question, dans une autre émission, grâce à notre ami Quentin? Est-ce qu'on peut pas dire que ça fait, donc on est aujourd'hui en 2025, que ça fait une grosse douzaine d'années, quinzaine si on a vraiment envie de ratisser au plus large, qu'il y a cette surenchère et qui est un peu exponentielle, je trouve, parce que les années 2010 ont été pas mal occupées par le MCU, je dis bien pas mal, hein, oui, non mais oui. Et là, effectivement, le phénomène, alors dans quelle mesure il est complètement lié au phénomène MCU? Pour moi, il y a quand même un rapport, ça c'est évident. Mais là, depuis peut-être toute la période post-Covid, Covid 2020-2021, la période post-Covid, on est quand même sur un truc où le film de licence prend une place
que j'ai même presque envie de dire exponentielle. C'est-à-dire qu'on est parti d'un truc assez restreint et c'est hop, ça grossit. C'est vraiment... ça devient assez conséquent. Jusqu'où ça va gonfler le truc, je ne sais pas. Est-ce que ça va à un moment donné éclater? Je ne sais pas. Combien de temps ça durera? Parce que de toute façon, ce sera forcément circonscrit dans le temps, mais je ne sais pas. Mais on est sur un truc qui... Et c'est là peut-être où ça peut devenir un problème, c'est que ça prend de la place, ça bouffe probablement d'autres projets. Moi j'ai déjà pris cet exemple qui est complètement personnel, mais qui est symptomatique du truc. Je crois même en avoir déjà parlé dans un podcast. Bon, l'acteur Robert Downey Jr., on en pense ce qu'on veut. Moi c'est un mec que j'aime beaucoup. Et je l'aime pas forcément essentiellement pour Iron Man, mais ça c'est autre chose. Le fait qu'on le sollicite sans arrêt, y compris même depuis la fin du cycle du MCU dans lequel il s'inscrivait complètement, on continue à le solliciter dans des films, ça, Mika, tu t'en parles prochainement. Même Quentin, voilà, vous en parleriez bien mieux que moi. Et ben ça plombe des projets un peu plus confidentiels qui sont pourtant qui appartiennent pourtant à une licence qui est le 3e Sherlock Holmes. Les 2 premiers films de Guy Ritchie qui ont maintenant, le 2e a plus de 10 ans. Alors on est dans une suite, donc on est dans du film de licence. Donc c'est film de licence contre film de licence. Bon, en attendant, ils arrivent même à se court-circuiter entre eux, ces projets-là, puisque Downey Jr. étant accaparé, il n'y a pas d'autre mot, accaparé par les projets parce qu'il le veut bien. De super-héros. Je suis d'accord avec toi. Oui, enfin, quand t'alignes les zéros, au bout d'un moment, je pense que tu veux bien beaucoup de choses. Oui, il a un cachet de fou furieux pour c'en est même indécent. Mais bref, et du coup, Downey Jr. dit oui, il signe pour les prochains projets. Voilà. Tu y reviendras peut-être, Mika. Et moi, mon Sherlock Holmes, je m'assois dessus. Donc tu vois, je voulais prendre cet exemple parce que je le trouve symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il y a plein d'acteurs qui pourraient mener des projets peut-être sympas, acteurs, réalisateurs d'ailleurs, tout pareil. Et qui sont bloqués dans des licences. Et ils sont bloqués. Voilà, et des projets de mecs. Moi, il y a des cinéastes que j'aime beaucoup et c'est peut-être symptomatique qu'un autre cinéaste que j'aime beaucoup, qui n'a pas pu monter, pas pu faire aboutir le moindre de ses films depuis un peu plus de 10 ans, Christophe Gans, il sort un film cette année, c'est quoi? Return to Silent Hill. Il a tourné 4 films dans sa carrière, il sort son 5e, c'est ni plus ni moins qu'un film qui se passe dans le même univers que son 3e film. Voilà. Encore une fois, la démonstration, je la trouve intéressante parce que le mec, quel projet il arrive à faire aboutir 11 ans après La Belle et la Bête? Dis donc, un film de licence, et puis qui plus est, il avait déjà œuvré dedans, lui. Par contre, exit Corto Maltese, exit les Rahan, Bob Moran et compagnie qui trimballent depuis. Bon, donc voilà. Comment tu veux faire financer ça? C'est plus compliqué, c'est sûr. Mais Silent Hill dans le monde du jeu vidéo, pour l'information. Alors moi, j'ai le film, j'ai jamais vu et j'ai jamais fait les jeux, donc je sais pas à quel point ils sont liés. Mais Silent Hill, il y a au moins 2 épisodes. Il y a 2 films. Alors, il a réalisé le premier, le deuxième, c'est pour lui. A priori, le deuxième est notoirement mauvais, que je n'ai pas vu. Je voulais parler en jeu vidéo. Il y a pardon, excuse-moi, merde. T'inquiète, il y a pas de souci. Il y a au moins 2 jeux, il y en aura plus, mais en tout cas, le 1 et le 2 sont archi connus, et le 2 est souvent cité comme étant encore meilleur pour les apprentis gamers de la fin des années 90, il y a eu un premier step avec Resident Evil. Ouais. Il y a eu un second step avec Silent Hill. Ouais, et le en 2 termes de là, j'ai peur de jouer. Ouais, puis le 2 est connu comme étant genre vraiment un très 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 grand jeu, donc c'est pas si surprenant que ça que alors du coup, si son premier film Silent Hill est inspiré par le premier jeu, ce que je suppose, mais j'en suis pas sûr à 100% comme j'ai fait ni l'un ni l'autre, c'est pas si surprenant que ça qu'on ait droit à un 2, et en plus que lui s'y attaque, ce serait cool quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un autre film entre temps qui est apparemment très oubliable. Oui, que je n'ai pas vu. Moi je connais évidemment le Gans, que j'aime beaucoup, mais voilà. Mais du coup, tu vois, donc c'est le cas Gans pour les cinéastes, le cas Downey Jr. côté acteur, je les trouve intéressants ces 2 cas-là, parce que c'est des cas qui me touchent un peu plus moi dans ma cinéphilie et dans ce que j'attends dans les projets un peu fantasmés. Bon c'est dans les 2 cas. Alors je ne dis pas que le film là à l'heure où on parle, on ne l'a pas vu, il n'est pas encore, il n'a pas de date de sortie pour l'instant, même si il vient juste de commencer le tournage, je crois. Silent Hill? Non, j'étais encore sur Avenger Doomsday. Downey Junior. Bon, moi, je pense que le Sherlock Holmes, c'est en train juste de finir de tuer le truc. Mais je pense qu'on ne l'aura pas, ce 3e film. Qui, pourtant, traîne dans les tuyaux depuis très longtemps. Il fera un reboot? Voilà. Oui. Mais j'ai pas vu. Alors, du coup, oui, c'était sur le Silent Hill que j'étais. Je sais plus où je voulais en venir en disant qu'on ne l'avait pas encore vu à l'heure où on parlait. Alors, j'ai bouffé le cheminement de mon truc. Bref.
tout ça pour dire voilà, que même un mec comme Gans, les projets un peu plus en marge, il n'arrive pas à les faire aboutir, pour X ou Y raison, bien sûr. Hein. Lui en parlerait mieux que n'importe qui d'autre, mais il arrive à faire un Silent Hill. Une licence, il y a déjà eu 2 films, etc. Et voilà, donc alors est-ce que ça lui permettra peut-être de lancer un autre projet plus perso derrière je ne sais pas, mais du coup, c'est là où ça devient problématique, tu vois. On cherchait peut-être la raison pour laquelle ça pouvait être problématique. Ouais, mais je la mettrais peut-être là, la problématique. C'est-à-dire que ça bouffe un peu l'espace, malgré tout. Je suis pas entièrement d'accord, parce que je pense que le problème que tu viens de citer, alors, c'est possible. C'est des cas isolés que je cite, je suis d'accord. Mais je suis sûr qu'on n'a pas comme ça, là, d'exemples comme ça, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé plein de fois pour d'autres. Je sais pas, Roger Moore, quand il a accepté de devenir James Bond dans les années 80, et je suis sûr qu'il y avait des projets qui sont passés à la trappe à cause de ça, tu vois. Je suis sûr qu'il y a d'autres cas où c'est arrivé. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur exemple. Non, mais c'est un exemple. Alors, je ne suis pas convaincu non plus. Ça, j'en suis bien d'accord. Mais c'est un exemple. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends la démonstration. Tobey Maguire qui accepte Spider-Man chez Raimi au début des années 2000. Peut-être qu'il y a aussi d'autres projets dont on n'a jamais entendu parler qui sont passés à la trappe à cause de ça. Oui, c'est vrai, parce que c'est la mécanique logique du fonctionnement. Surtout quand tu as une licence et que tu as un acteur qui doit revenir plusieurs fois. Oui. Voilà. Ou un réalisateur qui est dedans, oui. Et ça devient problématique. Donc là, mais du coup, c'est bien, tu vas me donner raison en fait. Parce que pour rester sur le MCU, est-ce que vous vous rendez compte quand même de la quantité d'acteurs et d'actrices qui ont œuvré à un moment ou à un autre, à plusieurs reprises ou à une seule reprise, dans le MCU. Ah ils en sont super fiers. Ils sont super fiers. Il y a de quoi, parce qu'il faut voir le plateau. Le plateau, depuis 15 ans, est quand même juste hallucinant. Doomsday, ils ont fait le teasing en mettant toutes les chaises avec tous les noms des acteurs. Voilà. Il y a une trentaine de noms. Ils vendent même les films maintenant là-dessus. Bon, bref. Et là, je trouve que ça devient problématique. Parce que on parle de tout un pan. Alors, tous les acteurs et actrices américains n'ont pas tourné dans le MCU, c'est pas mon propos. Mais une bonne part des acteurs et actrices emblématiques des dernières années y ont fait un passage, y compris parfois des improbables. Hein. Moi, Cate Blanchett, que j'aime beaucoup, elle y a fait... C'est du côté de Thor. Thor Ragnarok, effectivement, voilà, ça serait... Voilà, donc c'est un exemple. Et là, je trouve que c'est quand même... ça prend des proportions parfois un peu... Alors, inquiétantes, je ne sais pas si c'est le terme. Moi, de mon point de vue, un petit peu quand même. Parce que ça bouffe quand même un petit peu l'espace. Ça bouffe des possibilités de voir ces acteurs-là peut-être pouvoir porter d'autres projets. Toi, par exemple, tiens, DiCaprio, un acteur que je crois, il fait à peu près l'unanimité autour de la table. Bon, il n'est pas intervenu dans le MCU. Non. Je suis pas sûr que ce soit souhaitable oui. pour lui et pour nous. Et c'est bien parce que lui continue avec son nom. C'est un des rares acteurs qui peut encore arriver à faire monter des projets sur son nom. Oui. Scorsese pour ne pas le citer. Voilà. Killer of the Flower Moon n'aurait peut-être jamais vu le jour sans DiCaprio. DiCaprio étant un acteur du coup plutôt libre parce que pas enfermé dans une licence. Il a permis à Scorsese de faire Killer of the Flower Moon. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Voilà. Parce que par exemple, on va parler de deux acteurs qui sont très récurrents dans le MCU et qui ont été bloqués pas mal de temps. Et il y en a encore un qui est bloqué. On va parler de Scarlett Johansson et de Chris Hemsworth. Scarlett Johansson, entre-temps, pendant sa carrière du MCU, elle nous a fait Under the Skin, qui est arrivé un petit peu de nulle part d'ailleurs, et qui était une vraie proposition. Et du coup, ça a permis de voir que ce n'était pas qu'une actrice de gros blockbuster. Tout à fait. Avec une actrice qui avait une vraie proposition. Chris Hemsworth, il est au milieu de sa carrière dans le MCU, il est quand même venu et il nous a fait une superbe prestation dans Sale Temps à l'Hôtel El Royal, qui était vraiment chouette. C'était une vraie proposition d'acteur. Et du coup, en fait, je pense que c'est là où tu voulais en venir, c'est que ça cantonne des acteurs à faire toujours le même rôle. Mais du coup, je vais peut-être rebondir sur le fait que on est peut-être, on était peut-être, parce que je pense que comme Quentin s'est amené à changer, mais on était dans un truc où on est revenu en arrière avec des acteurs signés par les studios. C'était un petit peu comme ça. C'était Netflix, c'est la même chose aussi. Ouais, c'était les acteurs de Disney. C'est-à-dire que ils tournaient dans leur production. Et voilà, ils ont été signés comme ça. De toute façon, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, ils ont été signés pour 3 films,
4 films, 5 films, 5 apparitions. Donc voilà. Alors effectivement, du coup, ça les cantonne à des trucs. Mais à côté de ça, on se rend compte que par exemple, un Chris Hemsworth qui a l'air souvent benet avec le personnage de Thor, en tout cas de ce qu'ils veulent nous faire, ce qu'ils veulent nous montrer du personnage. Et à côté de ça, il arrive dans un Furiosa et il fait un putain d'antagoniste. Oui, il est très très bien, ouais. Il est génial et oui, alors c'est frustrant de se dire que ces acteurs sont cantonnés à toujours nous montrer la même chose au cinéma, alors qu'ils ont des vraies propositions d'acteurs et qu'on aimerait les voir dans ce genre de choses. Mais tu dis ça, mais antérieurement à ça, alors je sais pas où situe le film par rapport au tort et au travers. Pardon, mais la prestation justement d'Hemsworth dans, par exemple, le film Rush de Ron Howard en 2013. Avec Daniel Brühl, ça. Daniel Brühl, ouais, voilà. Que film. J'adore et qui est aussi dans le MCU. Voilà. Mais alors, on est sur une grosse machine hollywoodienne. C'est Ron Howard, donc ça passe. Il est passé en force, mais il n'a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir. Oui, mais c'est un faiseur, Ron Howard. Il a été. N'empêche que fallait que ce soit lui pour arriver à sortir un peu du lot. En 2013, parce qu'il y avait déjà plein de portes qui s'étaient refermées pour plein de monde à ce moment-là. Donc, le film Rush, qui est basé sur les faits réels de la Formule 1 en 1976, je trouve qu'il a bien saisi le personnage qu'il interprète, il fait une prestation tout à fait honorable, honnête. Voilà, finalement, c'est un bon exemple que tu parles de ce mec-là, justement. Puis alors, moi, je vais compléter le panorama. J'aimerais terminer juste... Vas-y. Ou alors... moi, c'est juste un tout petit aparté, mais puisqu'on est sur Chris Hemsworth, histoire de compléter le truc, il a joué dans le seul film de Michael Mann des années 2010, qui est Hacker. Oui, d'accord, voilà. Film qui a pas eu d'ailleurs un gros succès, malheureusement, c'est dommage, mais porté par Hemsworth, on aurait pu le croire. Donc, c'était juste pour confirmer que Hemsworth a eu des propositions parallèles. Effectivement, dans les quelques occurrences qu'on vient de citer, je trouve que c'est pas inintéressant. Mais là, dans ce qu'on vient de dire, je voulais vraiment peser nos mots en me disant que on pointe pas le MCU du doigt en disant que c'est une mauvaise chose que ça soit arrivé, parce que clairement, ça a donné des carrières. Ça a remis sur la map Robert Downey Jr. Bien sûr. Sans le MCU, on n'aurait peut-être pas Robert Downey Jr. Au cinéma à l'heure actuelle. Ils ont créé Chris Hemsworth, clairement, voilà. Ils ont créé Chris Evans. Ils ont créé des mecs qui sont capables de... Ils ont rattrapé l'erreur Chris Evans des 4 Fantastiques. Oui, non, mais... Ils ont rattrapé leur erreur, donc... Ouais. Ce que je veux dire, ils ont créé des carrières. Jeremy Renner peut-être aussi, je sais pas, mais il y en a plein. Tom Hiddleston qui est... Alors lui il est sorti du lot, mais dès le début. Et c'est celui qui s'en sort le mieux, d'ailleurs, je trouve, du MCU et qui a en termes de propositions dans le MCU ou en dehors? En dehors. Que ça soit de son personnage et peut-être en dehors aussi. Parce qu'en dehors, on a Crimson Peak, on a Only Lover Left Alive, et on a... J'ai pas forcément beaucoup d'autres idées comme ça en tête. Tom Hiddleston. Ouais, non, mais comme ça, enfin, c'est venu comme ça. Ok. Après, le mec a un charisme un petit peu différent des belles gueules que sont Chris Hemsworth, Chris Evans, voilà. On est sur autre chose, Tom Hiddleston. Il a un charme dingue, ce mec-là, mais un peu différent des gars que je viens de citer. Ce qui est très bien pour faire Loki, effectivement, personnage. Oui, bien sûr, qui est un personnage un peu à part de toute façon. Mais voilà. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Mika, mais le MCU n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est la place qu'il a pris, mais qui n'est pas complètement de son fait, parce que les gens... Alors, moi, je tiens à rebondir, là, on parle du MCU, c'est juste un exemple, parce qu'il y a plein de sagas qui ont mis des gens sur la map, entre guillemets. On a Transformers avec Shia LaBeouf, on a Star Wars à son époque, je parle de la première trilogie. Mission Impossible, je crois que Tom Cruise, sa carrière n'était pas faite du tout quand il est Top Gun, c'est peut-être 10 ans avant. Ouais, il était déjà connu depuis 10 ans. Oui, et puis bon, à l'époque, Top Gun n'était pas une franchise. Et oui, en plus. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais il y a comme quoi, il y a des grands acteurs qui y retournent des années après. Enfin, je suis pas sûr qu'on trouve
on trouvera pas une réponse à la problématique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas surtout de réponse. Mais c'était pas là, c'est de dégager des idées, des pistes en fait. Moi, oui, on peut en traiter des choses, on peut en trouver d'autres intéressantes. Voilà, mais de toute façon, c'est pas ici dans cette petite pièce à 4 qu'on va résoudre tout ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est nous comment on le voit ce truc-là. S'il y a des gens qui nous suivent fidèlement depuis un an, de se dire tiens, on va aller voir aborder ces sujets-là. Ça, c'est des sujets, autant les films qu'on a traités tout au long de l'année, ça peut être un peu clivant en termes de propositions, etc. Là, on parle d'un sujet qui touche tous ceux qui regardent des films aujourd'hui. Là, la question aujourd'hui sur l'omniprésence, l'importance des licences dans le cinéma là de 2025, n'importe qui regarde des films, je pense que ça peut toucher, ça peut faire tilt quelque part dans la tête des gens. Ça peut parler aux gens, mais il y a des gens qui vont pas du tout être de notre côté, enfin de notre point de vue, dans le sens où nous, dans un sens, c'est un problème, parce qu'on disait mais que pour eux c'est plutôt une solution en fait. Mais ça a été une solution à trop de choses, d'offres différentes, trop d'offres disparates même, je veux dire. Nous ça nous fait chier parce que du coup on préférait voir des œuvres originales tout simplement. On a envie on se dit mais pourquoi on a toujours des suites, des machins et tout. S'il vous plaît, faites des films originaux et voilà. Et tu vois par exemple on a un cinéaste que j'aime bien, Gareth Evans. Qui est un cinéaste que j'aime bien, il fait chier à pas faire de trucs de son côté. Il a commencé sa carrière avec il me semble qu'il y a un film qui s'appelle Monster qui est un truc un peu underground. Si, il a fait son truc The Creator, non? Oui, qui était super chouette. Oui, mais du coup il a fait Godzilla. Il a fait le Godzilla de 2014. Puis après il a fait Rogue One. Oui. Donc il est parti chez Star Wars. Meilleur Star Wars contemporain. On en débattra peut-être un autre jour. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pourrais pas, j'ai piscine. D'accord. Et du coup après, il a pu faire son The Creator, qui est super, effectivement. Pas un grand film, mais c'est vraiment une très très bonne proposition. Et puis là, on le retrouve chez Jurassic World le nouveau. Ouais. Même si moi d'un côté, ça me rassure un peu, ça me donne un peu envie d'aller le voir, pour être sincère. Donc comme quoi, on se contredit parfois en disant ils font chier ces licences, mais tiens, le nouveau Jurassic World, c'est Gareth Evans que j'aime bien. Du coup, je vais y aller. Voilà. Oui. Mais ouais, voilà, je sais pas. Puis il y a aussi un truc qu'on n'a pas parlé et que Bertrand adore, c'est-à-dire que c'est la mode de la nostalgie aussi. Ah oui, non, voilà, c'était pas ça parce qu'il y a encore un autre truc. Non, mais je vais pas lancer le débat de la nostalgie des années 80. Mais Stranger Things a quand même ramené quelque chose parce que c'est là on peut mettre le doigt dessus. Stranger Things a ramené ce truc-là et a remis à la mode une époque qui était révolue. Le coupable originel, c'est Drive pour moi, mais je sais pas. À cause de la musique. La musique de Drive a rendu tout ce qui est musique des années 80 à la mode, a fait l'émergence des groupes qui ont commencé à percer partout, les gens ont commencé à écouter ça partout, il y a eu l'imagerie des années 80 qui arrivait partout, et Stranger Things arrivait un peu après. Pour moi, le coupable original, c'est Drive, mais je me trompe peut-être. Hein. Non, mais après, il n'y a pas de coupable. Alors, Drive m'évoque absolument pas les années 80 en termes musical, mais après, j'ai pas la science infuse, hein, mais sans je vois ce que tu veux dire. Mais c'est une question de ressenti peut-être plus simplement. Mais sans causer de la nostalgie des années 80, mais on a la nostalgie des années 70, de 90, même des années 2000, parce qu'on a des franchises qui s'étaient jamais lancées, c'est-à-dire on a eu un film et puis il se valait à lui-même. On parlait de Top Gun tout à l'heure et on a eu Maverick juste après, enfin récemment d'ailleurs. On a eu des remakes, par exemple Twister. Récemment, voilà, bientôt on va avoir un remake, je crois, alors je sais plus si c'est sur Netflix ou au cinéma, mais de Trémor. Donc on appelle souvent à la nostalgie, là récemment en tout cas. Alors, il y a encore un autre truc dont on n'a pas parlé et qui est pas négligeable, je pense, surtout vu la période où on est. T'en as parlé un peu à travers Stranger Things, les séries. Et ça, je pense que c'est un angle d'attaque qu'il faut aborder dans la discussion qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait eu des suites, tout ce qu'on veut de Ghostbusters s'il n'y avait pas eu Stranger Things? Je ne sais pas. Parce que je rappelle quand même que Ghostbusters, ils en sont au moins 2 films, si c'est pas 3. Mais là, tu rebondis à ce que je viens de dire juste avant. C'est de la nostalgie, c'est purement nostalgique. Oui, mais c'est pas là où je veux. Alors, je parle de Stranger Things parce que tu en as parlé. Et du coup, ça fait le pont avec moi, ce que je veux dire. Depuis 15 ans, il y a quand même une explosion des séries télé. Oui. On est d'accord. Ça, je pense là-dessus, on va tous être d'accord.
Alors il y a eu les phénomènes Game of Thrones, des trucs comme ça, d'autres séries importantes évidemment, ça n'a pas été la seule, hein, des Breaking Bad, des choses comme ça. Bon, il y a pas de problème. Mais le format série, alors je vais l'apprendre à personne autour de la table ni à ceux qui nous écoutent, mais le format série, le but c'est d'avoir des suites, des épisodes, une saison appelle une autre, etc. Des séries d'une seule saison, ça existe. Mais on appelle ça des mini-séries. On appelle ça des échecs. Pas nécessairement. Non, mais je veux dire, il y a des choses pas reconduites. Voilà, mais en tout cas, le principe de la série, c'est quand même, a priori, d'avoir plusieurs entrées, c'est-à-dire plusieurs saisons. Or, est-ce qu'on peut pas voir dans le fonctionnement du cinéma contemporain, c'est-à-dire le cinéma de ces dernières années, une espèce de volonté de copier-coller le fonctionnement des séries télé? Le MCU. Mais les séries, reviens encore là-dessus. Les séries copient le cinéma et le cinéma copie les séries. Oui, mais alors là, du coup, c'est vraiment le cinéma qui ne l'avait jamais vraiment fait jusqu'à présent. Moi, je pense alors les deux se nourrissent. C'est une évolution de format, tout simplement. Voilà. Mais et le MCU est un bon exemple parce que, et là, vous êtes meilleurs que moi là-dessus, Quentin et Mika. Il y a des séries, mini-séries, feuilletons, etc. Dans l'univers Marvel qui complète le MCU tel qu'on le connaît au cinéma. Oui. Il y a des... combien de fois tu m'as dit « Ah oui, mais si tu veux voir Strange 2, il faut avoir vu, je sais pas quoi, la WandaVision, voilà. Hawkeye, les machins. Voilà, ça, ouais. Bon. Et alors donc, est-ce que dans le fonctionnement du cinéma aujourd'hui, cette omniprésence des licences dont on débat depuis presque une heure, est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi... Est-ce qu'il n'y a pas une petite responsabilité du format série ? Alors, responsabilité des séries indirecte, parce que si les gens n'avaient pas autant été accros aux séries comme ils sont depuis... parce qu'il y a eu une explosion du format série télé quand même depuis 15 ans. On entend parler de séries partout. Il y a des hors-séries, c'est le cas de le dire, des hors-séries de journaux sur les séries télé qui sortent, des thèses, des machins, des soutenances qui sont faites autour de ça. On se met parce qu'en termes de contenu, ça a évolué aussi. Ça a énormément évolué. Ouais. Et puis, des séries comme Game of Thrones n'ont rien à envier à certains films cinéma en termes d'ampleur, d'esthétique. Voilà. Game of Thrones, c'est quand même des petits films pour certains épisodes. On est bien d'accord. Donc, je pense qu'il faut aussi aller chercher, peut-être en partie dans toutes les ramifications qu'on a abordées depuis une heure, les séries télé. Je pense que leur importance et leur influence ne sont pas négligées dans le fonctionnement que le cinéma a aujourd'hui, dans ce côté tiens, on va faire une suite, tiens, on va faire un dérivé, etc. Parce que les séries fonctionnent comme ça. Hein. On va pas citer les experts, Miami, New York. Oui, alors ça c'est même encore antérieur. NCIS, ça a Los commencé Angeles. dans les années 2000. Dick Wolf faisait déjà ça au départ. Les séries de Dick Wolf faisaient déjà ça au départ. Donc, Dick Wolf. Tintin. Oui, non, non, mais on va partir dans New York District. Voici leur histoire. Oui, c'est Bite de loup, ça me faisait marrer. Voilà. Bon, voilà quoi. Donc, voilà, oui, Quentin, je crois que tu voulais rebondir. Oui, je très intéressant. Boing. T'as rebondi. Ah, waouh. Attention, on est bien là, on est très très bien. J'espère que vous êtes toujours avec nous après 1 heure. On a encore un petit peu. En gros, oui, tu parlais des séries. Je trouve ça très intéressant effectivement. Pour être plus global, je dirais que c'est même l'évolution de la technique, que ce soit au niveau des producteurs que des spectateurs. Parce que il y a encore 30 ans. Si tu voulais voir un truc qui t'en fout plein la gueule, tu vas voir un Jurassic Park au cinéma. Aujourd'hui, avec le matos que les gens peuvent avoir, qui est devenu un peu la norme, les télés, le son aussi, le système de son qu'il y a, en fait, tu peux avoir plein la gueule en regardant le dernier épisode de House of Dragon, la dernière série Game of Thrones par exemple. Qui est un spin-off de la série Game of Thrones. Voilà, on est encore sur une histoire de licence. Parce que même du coup les séries le font. Parce que ça coûte pas forcément. Alors ils mettent beaucoup d'argent dedans parce que ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Parce que c'est autant une mine d'or que ce soit le cinéma ou la série. Et du coup tu peux te permettre de faire des trucs impressionnants à la télé. Et donc c'est pour ça que aussi tu as les plateformes aussi. On a des films qu'on préférerait ou qu'on espérait pouvoir voir en salle, qu'on voit pas en salle parce que ça sort directement sur Netflix. Parce que voilà. Mais et du coup il y a la frontière entre le cinéma et ce que les gens voient chez eux est en train de se brouiller. Et comme les gens effectivement à la télé ils voient des séries et ils ont le temps pour regarder des trucs tous les soirs et tout, effectivement c'est un peu logique qu'il y ait aussi une espèce de frontière qui se floutise entre eux aussi en salle quoi. Et que du coup en salle on a aussi beaucoup de licences et beaucoup de choses qu'on peut retrouver avec le MCU, c'est vraiment l'exemple le plus. Et puis le MCU et plus précisément Disney.
Voilà, parce qu'ils font la même chose avec Star Wars, où ils nous font des films, et puis ils nous font des séries, et machin. Copié par Amazon avec les séries... non, c'est Amazon ou HBO, je sais plus. Mais par exemple, la série Dune, là récemment, qui est sortie. Je crois que c'est une série HBO, je crois. Voilà, c'est HBO, bah oui, parce que Dune, c'est Warner. Oui, je crois bien, ouais. Bien, oui. Et du coup, Dune, on a déjà 2 films, et il y a une série dérivée. Et justement, avec l'acquisition, par exemple, de Amazon des droits sur James Bond, c'est vrai, oui. Tu peux être sûr qu'il va y avoir une chier de séries autour de l'agent 007. Ah bah de toute façon, James Bond, je pense que comme on l'a connu, c'est fini. Hein. Ça, à mon avis, c'est terminé. Bah de toute façon, c'était les mêmes gens qui géraient depuis tout le temps. Et les droits sont achetés par Amazon. Même la boîte qui gérait l'image de James Bond, qui avait le droit de mettre son veto sur tel ou tel acteur, là, tous les droits sont à Amazon. Donc, Amazon, il va faire n'importe quoi. Arrêtez de donner de l'argent à Amazon, ils en ont assez comme ça. Oui, mais enfin, le problème, c'est que le mal est fait. Donc, là, James Bond, voilà. Oui, mais même pour partir sur un truc un peu plus... on n'est pas du tout expert, du tout, mais la surexposition du cinéma de licence, c'est aussi en lien avec la surpuissance des grosses compagnies, même en dehors du monde du cinéma. Tu parlais d'Amazon, voilà, pour les séries, mais même Amazon, le site marchand, quoi. Oui, puis comme énormément d'énormes marques, voilà, c'est que du coup, quand on parle de licence, on parle de marque. Tout à fait. Et voilà. Sony avec Spider-Man, hein. Voilà. Ils l'ont reboot en moins de 10 ans, ils l'ont rebooté 3 fois. Voilà. Donc oui, moi par rapport à tout ce qu'on a dit, je sais pas si vous arrivez au bout. Moi personnellement, ce que je pourrais dire, moi je garde quand même le point de vue que j'avais. Je suis un peu genre du coup à l'inverse de toi, David, où tu as la sensation, en tout cas, je sais pas si c'est vrai ou pas, je saurais pas dire, d'avoir un côté exponentiel et que ça, entre guillemets, que ça s'empire. Moi j'ai l'impression que oui, mais qu'on a parfois des trucs qui font du bien et des trucs qui font pas du bien des fois, du public qui fait où on voit voilà, quand je vois que Joker 2 se plante, tu te dis alors j'ai pas vu le film, les gens ont pas aimé de toute évidence pour diverses raisons, mais en tout cas les gens sont pas si neuneux à juste aller voir une suite, parce que voilà, il y a des films de gros trucs où on se dit ça va marcher et ça marche pas, et il y a des fois des trucs où on se dit ça devrait marcher et ça marche pas aussi, ça fait chier ça. Oui, non, mais le public est assez ça, par contre, ça a toujours existé. Oui, c'est sûr. Mais moi je reste sur mon point de vue que les choses sont en train de changer, et il y avait un côté dans les années 2010 où c'était archi carré, c'est genre le MCU, Star Wars, le renouveau de Star Wars, Jurassic World, boum, voilà, ça sort, ça fait des grosses entrées, parce que c'est dans l'air du temps de faire des reboots et tout. Là, c'est vraiment à ce moment-là que c'est arrivé c'est arrivé de fou et tout. Là, maintenant, on est dans la phase 2, on va dire, de cette période-là, c'est-à-dire que maintenant, les gens, c'est bon, voilà, on sait, on va avoir des reboots de machin, des suites de machin et tout. Maintenant, est-ce que le public va être là, maintenant, donnez-nous à manger quelque chose de bon? Mais c'est que après les goûts des gens c'est varié, quoi. Il y a des milliards de spectateurs de cinéma, donc c'est difficile à prédire, mais moi je pense qu'on est dans une phase d'évolution, que les années 2020 vont être dans une phase d'évolution, et que là je te rejoins, et que les années 2030-2040, c'est difficile à deviner, mais qu'on aura un cinéma qui sera différent, et je pense qu'on sera peut-être plus sur cette même hégémonie des licences, et en tout cas que ça va évoluer. Déjà mon estimation c'est que le MCU va se casser la gueule. Il est déjà plus ou moins en train, hein. Doomsday, il porte extrêmement bien son nom. C'est-à-dire que ça pourra très bien être le Doomsday du MCU. C'est soit en fait ça passe ou ça casse. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'ils ont été chercher les Russo et Downey Jr. Parce que Downey Jr. fait de la thune. Ah oui, non mais ça c'est sûr. En même temps, il a pris un cachet de 50 millions pour pouvoir faire le film, hein, donc écoute... Putain, 50 millions. Non, c'est pour 2 films ou chaque film? C'est peut-être pour les deux. Dans les deux cas, c'est indécent. C'est bien assez. C'est pas mal. Dans les deux cas, c'est indécent. Voilà. En tout cas, je suis assez d'accord avec toi, hein, Quentin. C'est en train de bouger. Déjà, de toute façon, ça n'a plus la même tronche. Tout ce qu'on vient de dire, là, ça n'a plus la même tronche en 2025 que ça avait, on va dire, juste avant le Covid, 2019, à la fin des années 2010. Ça a déjà évolué. Mais puis même déjà, même avant, je reviens vite fait sur le succès de Joker, mais Joker aurait pas marché autant s'il n'y avait pas eu ces 10 ans de cinéma de licence et de cinéma de super-héros où les gens étaient curieux
et on a un succès pareil, parce que des films de super-héros avec des propositions un peu différentes, il y en a toujours eu un peu avant aussi. C'est juste que vous avez pas le même écho, quoi. Là, il y a un côté, puis il y a aussi la puissance d'internet, et parce que tout ce qui est cinéma de licence, ça touche beaucoup des personnes qui sont de notre génération, ou alors notre génération, à moi, Mickaël, à moi et à toi, Mickaël, ou aussi à la vôtre, mais peut-être puis ça fait vivre, en fait, c'est que nous encore, oui. Les gens qui échangent sur internet, que ça soit les vidéastes ou même sur les forums, hein, ou les pages Facebook ou autres, c'est-à-dire que du coup tu crées de l'envie pour ton on sent qu'on est âgé, parce qu'en vrai il y a aussi TikTok et Instagram, des choses comme ça qui sont extrêmement puissantes. Les forums, plus grand mot d'utiliser. Oui, non, mais pour ton spectateur, c'est que du coup, en fait, plus ça en parle, mieux c'est. En fait, la pub, elle se fait toute seule. Par exemple, sur le MCU, le nombre de vidéos qu'on va voir traîner sur YouTube qui vont être qui vont regarder fait Iron Man, prochain méchant du MCU, point d'interrogation, et en fait tu cliques dessus et t'as les machins de théorie qui partent dans tous les sens, et ça c'est de la putain de pub gratos, et donc il y a aussi ça qui joue. Notamment tout le monde, les réseaux sociaux, là dans les années 2010, tout le monde était on arrive à un point où à peu près tout le monde est à l'aise avec internet, donc tout le monde s'en sert, une majorité en tout cas. Et du coup, voilà, hein, ça marche, hein, ça fait snowball, ça effet boule de neige, et puis voilà. Ouais, mais du coup, les gens donnent leurs avis. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça tend à évoluer. Et je trouve qu'il y a déjà des marqueurs qu'on voit par-ci par-là, qu'on n'avait pas avant. Des choses qui tendent à faire penser que ça va évoluer. Vers quelle direction, je ne sais pas. Mais je trouve ça, je pense que des cas comme Joker 2, on va avoir de plus en plus. Des trucs où les studios vont être là genre, bon, ça va marcher, et que ça se plante parce que, voilà, ça marche pas, que des fois, et pareil, à l'inverse, des choses qui marchent, qu'on comprend pas trop. Moi, quand j'ai vu Vice Versa 2, qui ça fait 1,6 milliard, je me suis dit, pourquoi? Alors oui, non, j'ai bien compris, hein, parce c'est que Pixar, Vice Versa, tout ça, ok, mais... Entre-temps, ceux qui ont été le voir au cinéma, ils y sont retournés, et ceux qui l'ont découvert entre-temps, en VOD, ils y sont allés parce qu'ils ont aimé, et du coup en fait plus de monde. Ouais, non, mais c'est... Comme la Reine des Neiges 2, et puis le 3 il est sorti, Reine des Neiges, ou pas? Non, il devrait arriver à la fin de la décennie, il me semble. Je crois que mais, c'est 2027, et ça sera pareil pour la Reine des Neiges. Ah oui, ça va marcher, oui. Ça va cartonner. Voilà. Mais pareil pour les live action, il y a certains qui se foirent, hein. Le Roi Lion, la version de 2019, elle a marché fort, vraiment, il a plus rapporté que l'original, mais le Mufasa, il s'est cassé la gueule. Voilà. J'avais pas lu ça, mais il a pas fait un gros succès, il s'est pas cassé la gueule, mais c'est des budgets qui sont tellement énormes que quand tu vois genre 300 millions, c'est des échecs. C'est comme pour les rembourser, c'est là, faut y aller. C'est comme le Blanche-Neige, il fait des entrées correctes, mais il fait pas des entrées à la hauteur de ce qu'il a dépensé. Et puis l'image de marque qu'ils ont mangé avec ça, aujourd'hui ça marche beaucoup là-dessus. Oui. Avec tous les débats qu'il y a eu autour de la sortie de Blanche-Neige. On a plus parlé des acteuses, comme on dit, que du film en lui-même. Donc bon. Surtout, puis les acteurs. À la base, ça vient de. Il y avait une histoire avec Peter Dinklage. On mettait des gnomes ou des nains, un peu bizarre comme truc. Mais ok. Non, mais le débat était sur est-ce qu'on prend des personnes de petite taille, est-ce que. Au final, ils ont choisi le choix de politiquement correct. Ils ont fait la 3D. Voilà, pour froisser personne et tout. Enfin bref, mais aujourd'hui, il y a énormément de puissance au niveau de l'opinion publique, il y a beaucoup de puissance, donc les choses tendent à évoluer. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, mais l'opinion publique a beaucoup de puissance sur les sujets qui sont totalement orientés. Ah, ça, c'est tout à fait possible. Et uniquement sur les sujets qui sont orientés pour détourner des vrais sujets. Ça, c'est. Mais là, c'est encore un autre débat. Non, mais ça fait partie justement d'une mouvance générale. Oui, après, le cinéma est politique, évidemment. Donc, le cinéma est politique, l'entreprise est politique. Qu'est-ce qui n'est pas politique? On en a la preuve ces derniers temps, hein. L'entreprise est politique. Elle a montré son vrai visage ces derniers mois. J'ai pas le sous-entendu, mais... J'ai pas non plus. Elon Musk et compagnie, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Il faut être explicite, le monde de l'entreprise, de la haute entreprise, enfin en tout cas la haute idée qu'elle se fait d'elle-même, est politique, oriente les choix des gens d'une certaine manière. Ou en tout cas cherche à le faire. J'aime bien le fait qu'on parte sur le cinéma de licence et qu'on finisse sur Elon Musk et Tesla, je trouve ça super.
je parlais pas de Tesla, je parlais juste de ce qui est apparu dans une licence Iron Man 2. Et oui. Elon Musk. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça n'est... Elon Musk est dans Iron Man 2 ? Oui. Attends, j'en souviens pas, pourtant je l'ai vu plein de fois, pourtant le 2. Hein. Ok, bah j'en souviens pas du tout de quand. Je suis pas sûr que ce soit très grave. Hein. Non. Non, mais tu me diras ça après, en off. Voilà. J'aime bien dire ça, ça fait tellement pro. Bon, est-ce que vous aviez autre... Enfin, je me permets... Non, je pense qu'on a quand même lancé, là, un peu comme pour la précédente question, on a lancé beaucoup de pistes. Je pense que, voilà, le débat est ouvert, de toute façon. Et puis, on est prêt à en discuter si les gens veulent réagir. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit au premier épisode, mais n'hésitez pas à commenter si vous avez un point de vue à partager. On va lire ça avec plaisir pour vous répondre. Voilà, on va peut-être parler aussi de nos petits sponsors, les petits partenaires. Les partenaires, comme d'habitude, on rend un petit clin d'œil à notre ami Claude Turier qui nous a fait nos caricatures, qui nous accompagne désormais sur certains visuels sur les réseaux. Un petit coucou aux amis de Format Respecté, Martin Vagnoni et Antoine Royer, avec qui j'anime Format Respecté, émission de cinéma sur Radio Ballistique. Les derniers podcasts sont disponibles sur le site ballistique.fr. Et puis un petit coucou au CGR, Stéphane Castro aussi, directeur des CGR, chez qui je présente régulièrement un film dans le cadre de cycles de films Les Plans Cultes, comme La Horde Sauvage, 4 films autour d'un thème. Voilà, donc normalement c'est de septembre à juin tous les ans. Ça fait déjà 2 saisons et normalement on reprend à la rentrée. Voilà pour les clins d'œil. Voilà, on va pouvoir clôturer cette émission. J'espère que votre été se passe bien. Et puis enchaîner les barbecues, c'est bien. Avec de la viande ou du tofu, on s'en fout. D'aller à la plage. Oui, continuez à la montagne dans 2 semaines quand vous nous écouterez. Je conseillerais la plage. Le bruit des cigales, bon. Et puis alors, mettez-vous un petit podcast dans les oreilles tout en arpentant les flancs montagneux, ça peut être vachement sympa. Ça peut être bien cool. Voilà. Alors là, vous prenez, suivant la hauteur de l'expédition, vous prenez des podcasts soit de 3h30, soit une petite émission de 40 minutes. Vous avez le choix. Voilà. Et surtout, ne négligez pas votre apport en oxygène. Voilà. Et en tout cas, merci à tous. Sur ces 12 paroles, on vous souhaite à tous Non. Ah, vas-y. Mika, tu clôtures l'épisode, peut-être. C'est ton thème, clôture. C'était toi, voilà. C'est toi qui dis au revoir en dernier. Allez, vas-y. Au revoir. D'accord. Non, à dans 15 jours. Bisous. Bisous.